Bonjour et bienvenue sur Quesia en direct à la télévision, à la radio 106.9, sur la page Facebook de KTV. Bref, nous sommes inratables, vous avez raison de nous suivre ce matin. Nous allons parler du volcan, c'est la semaine du volcan. Et pour en parler, deux invités ce matin. D'abord, monsieur Éric Hummler, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université à Nantes, directeur scientifique et en poste au CNRS. Et j'ai également monsieur Frédéric Mortier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer. Alors vous êtes ici parce que cette semaine, évidemment, c'est la semaine du volcan. Demain, il y aura des rencontres scientifiques au lycée de Mamoudzou Nord. Alors, monsieur Hummler, vous avez participé à la mission TELUS Mayotte, février 2019, vous connaissez par cœur, pour mieux comprendre les tremblements de terre à Mayotte. Vous avez même déclaré, en découvrant le volcan, c'est un joli bébé. Alors, comment va notre bébé aujourd'hui ? Alors le bébé, j'espère qu'un jour ou l'autre, on l'appellera autrement que bébé. Il aura peut-être un nom, on peut espérer. En tout cas, il va bien, il est toujours vivant, il est toujours actif. Il grossit pas, il grandit pas, mais autour de lui, il y a des petites coulées qui prennent place, donc il est toujours actif. Justement, la question qu'on se posait, c'était, comme il avait grandi assez rapidement, est-ce qu'un jour, il va sortir de l'eau ? Alors je pense qu'on ne sera jamais assez vieux, vous et moi, pour le voir un jour sortir de l'eau. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ah ouais, ok. Alors vous avez publié un article chez nos confrères de Libération, Le volcan, le savant et le politique, tout en indiquant que la pandémie liée au coronavirus a remis au goût du jour l'ouvrage du sociologue allemand Max Weber, alors Le savant et le politique, en 1919, dans sa préface à l'édition française en 1959, Raymond Aron avait résumé la différence entre ces deux métiers de la façon suivante: la vocation de la science et inconditionnellement la vérité. Le métier de politicien ne tolère pas toujours qu'on la dise. À ce point-là ? Alors, il y a 60 ans, c'était sans doute très juste. Il y a des beaux exemples d'ailleurs qui sont situés plus proches de nous dans le temps. Je pense par exemple au nuage de Tchernobyl. Voilà une belle illustration de ce que voulait dire Aron. Alors en fait, aujourd'hui, et pour ce qui est du volcan, je veux rassurer l'ensemble de la population et des auditeurs, c'est pas du tout ce qui se passe. Et au contraire, on a une belle articulation avec l'État, avec des moyens qui sont mis à disposition et des résultats scientifiques qu'on n'aurait jamais pu obtenir si on n'avait pas aidé de cette façon-là. Oui, justement, avec l'aide de l'État, parlons-en avec Frédéric Mortier. Vous avez, selon vos propos, un goût prononcé pour les sujets pionniers ou originaux. On rappelle que vous avez dirigé quand même la mise en place d'un parc national amazonien en Guyane, la reconstruction post-ouragan des îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Concernant notre volcan, et suite aux différentes évolutions des études, y a-t-il un risque majeur pour Mayotte ? Alors aujourd'hui, et je pense que la situation a été bien résumée par le professeur Éric Hummler, on a un système sismovolcanique qui est actif, qui est vivant. Pour autant, tout ce qui pourrait porter comme conséquence, c'est-à-dire des mouvements de terrain sous-marins majeurs qui pourraient générer par exemple des phénomènes de submersion ou de tsunami, pour le moment, il n'y a pas de signe à ce niveau-là. Concernant le séisme, comme vous le savez, on ne peut pas prévoir les séismes et donc demain, dans 5 ans, il peut bien sûr se produire un séisme. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui pourrait se passer en cas de mouvement de terrain majeur qui bien sûr entraînerait des mouvements de matériaux très importants d'eau et qui pourraient provoquer des phénomènes de submersion. Et donc l'État qui s'est engagé sur décision de Matignon dans la connaissance du phénomène. Donc il y a des campagnes scientifiques qui sont montées, des campagnes océanographiques. Il y a un réseau d'observation qui a été mis en place, très innovant, puisqu'il y a de l'instrumentation à terre, il y a de l'instrumentation sous la mer. Et le premier élément, c'est bien de connaître pour comprendre ce qui se passe et pour mieux gérer, pour faire face au phénomène. Et tous ces enseignements sont précieux. Par exemple, on a pu élaborer des cartes de risque assez précises. Et là aussi, par rapport aux hypothèses de travail des scientifiques, dans les zones qui sont urbanisées, on voit qu'on peut avoir des submersions possibles de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et que là où on aurait des submersions plus élevées, c'est soit des zones de falaise ou des zones qui ne sont pas habitées. Le fait d'avoir localisé ces zones va beaucoup aider pour préparer la réponse de sécurité civile et notamment développer la culture du risque. Il y a à l'heure actuelle un travail en cours de cartographie, de travail pour établir des cheminements
d'évacuation s'il y avait effectivement alerte en cas de submersion ou de tsunami. Vous savez qu'il y a eu des cartes d'aléas qui ont été élaborées dans le cadre de l'élaboration de plans de prévention des risques littoraux. Il y a eu un porté à connaissance du préfet qui a été réalisé, tout ça pour que les aménageurs, ceux qui sont amenés à prendre des décisions d'urbanisme, puissent en tenir compte. Et puis, dans un contexte comme celui-là, bien sûr, vous avez montré des très belles réalisations là, dans votre journal. Bien sûr, Mayotte a besoin d'équipements. Et si on conçoit ces équipements de façon globale et en prévoyant les mesures de confortement parasismique, paracyclonique, on aura des bâtiments publics qui vont résister, qui vont protéger les enfants dans les lycées et les écoles, comme vous en avez donné l'illustration. Et si c'est conçu en amont, ça coûtera moins cher. Pour l'observation du phénomène, c'est plus de 10 millions d'euros que l'État a mobilisé et va poursuivre cette observation. Ça va continuer. Puisqu'on est sur un phénomène géologique. Vous savez, la géologie, et le professeur Hummler en a donné l'illustration, c'est les temps courts et les temps longs. Donc on va poursuivre. Les meilleurs scientifiques français ont été mobilisés sur le sujet. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'informations pour préparer la réponse de sécurité civile. Je vous ai parlé des questions de cartographie. Vous avez vu qu'il y a une sirène qui a été installée et il y a des missions qui sont en cours pour déployer des sirènes à Mayotte. Et puis, il y a un chantier très important qui est celui de l'alerte de la population par téléphonie mobile. Mayotte est très connecté. Il faut pouvoir prévenir les gens de jour comme de nuit. Et Mayotte a été retenu comme territoire prioritaire dans le cadre d'un déploiement national. Et puis, il y aura des exercices qui seront organisés. Ça, c'est très important. On peut vous expliquer intellectuellement comment on conduit une voiture. Tant que vous n'avez pas conduit de voiture, vous ne savez pas conduire. Alors, il y a des exercices qui ont démarré et disposant des moyens d'alerte, des cheminements, etc., ces exercices vont se développer. Et c'est là où vraiment on développe la culture du risque. Et on se rend bien compte que ce volcan, ça marche de pair entre la politique et les scientifiques, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous avez besoin, scientifiquement, vous avez besoin de moyens pour pouvoir mieux gérer le volcan. Vous avez besoin d'indications pour gérer les risques. Ça va vraiment de pair. Il y a d'ailleurs une mission qui vient de se terminer, là, qui avait duré du 1er au 26 octobre. La nouvelle campagne encore. Au niveau de cette campagne-là, qu'avez-vous découvert ? Alors, il y a deux résultats majeurs, pour faire simple. Le premier résultat, c'est effectivement une coulée, comme je le disais tout à l'heure, qui s'est mise en place à peu près à 6 km au nord-ouest du volcan. Belle coulée, mais voilà, c'est pas un volcan, c'est simplement des laves comme ça qui s'écoulent tranquillement, toujours à 50 km des côtes de l'île, donc pas de danger. À très grande profondeur, 3500 mètres de profondeur, 3000 mètres, donc ça reste tranquillement sous l'eau, mais ça veut dire que le volcan est encore actif, il vit. C'est ça, j'allais dire, il vit tout le temps. Absolument, il vit, et à chaque fois avec sa petite coulée, donc pas de problème. De l'autre côté, on a un essaim de séisme qui se situe à 5-10 km de Mayotte, de Petite Terre, et cet essaim de séisme, on l'a bien suivi, là, pendant la dernière mission, bien cartographié. Il y a un certain nombre de panaches. Ce sont des fluides et des gaz chauds qui sont au fond de l'eau et qui partent sous forme de panaches vers la surface, mais ils sont bien loin de la surface. Ils font quand même 1000 mètres de haut, ces panaches, donc c'est des beaux panaches. On en a découvert un de plus, donc ça en fait 6 au total. Et cette région-là nous intéresse particulièrement parce que ce sont des indicateurs qui peuvent nous renseigner sur l'activité volcanique de la zone en général. Donc cette zone-là va être extrêmement étudiée pendant les semaines et les mois qui vont venir. Oui, parce qu'il y a un moment donné, on nous avait dit les tremblements de terre sont dus au volcan. Après, on nous a dit non, en fait, c'est peut-être pas forcément lié. Donc, il y a eu le doute après qui est arrivé. Parce qu'au départ, ça a rassuré. 7 ans, c'est le volcan. Après, mais non, c'est pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir en disant oui, les tremblements de terre, c'est vraiment dû au volcan ? Oui, la plupart d'entre eux sont liés au volcan. Mais le piège, et c'est pour ça qu'on ne comprenait pas bien, c'est que lorsqu'il y a du magma qui commence à circuler à l'intérieur de la Terre, eh bien les cassures et donc les séismes, on les voit plus. C'est comme si on mettait de l'huile dans une vieille serrure qui couine. Si vous mettez de l'huile, vous n'entendez plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a eu un doute chez les scientifiques en se disant mais on ne comprend pas, il y a le volcan, il y avait des séismes avant le volcan, puis après il n'y a plus de séisme, puis il y a un volcan, on ne comprenait rien du tout. Et en fait, c'est cette lubrification du magma qui fait que tout d'un coup, les séismes se sont éteints et on ne voyait plus les relations entre les magmas qui montent, le volcan qui se mettait en place, etc.
Mais la relation directe entre cette activité volcanique et l'activité sismique, elle est bien là, elle est réelle. Elle est bien là. Est-ce que ça va continuer à être plus fort? Est-ce que ça va se calmer? C'est la grande question qu'on peut se poser. Vu que le volcan, d'après vous, il est encore actif, est-ce que ça va se calmer ou pas? Alors, il y a une première chose qu'on peut dire sans se tromper, parce qu'on enregistre grâce au réseau de surveillance qui se passe au niveau de la sismicité. C'est un petit peu comme si on avait des stéthoscopes là, avec nos appareils, on écoute ce qui se passe en dessous. Ouais. Il y en avait beaucoup des séismes au départ, rappelez-vous, et vous êtes bien placé pour le savoir, ça a tremblé. Et aujourd'hui, ça tremble quand même beaucoup moins. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'activité vraiment sismique se calme, mais il ne faut pas non plus se laisser endormir. Un séisme, ça peut sortir comme ça et refaire trembler l'île de façon assez forte. Et ça, on n'est pas capable de dire quand. Donc il faut bien avoir ça en tête. Les scientifiques ne sont pas des magiciens, on ne devine pas. Mais on surveille et on voit que globalement ça va mieux, il y a moins de séismes, mais de temps en temps il peut y avoir encore des séismes peut-être. Donc ça n'exclut pas un séisme important, et là c'est votre rôle à vous, en tant que politique, avec la préfecture et tout ça, de mettre en place tout ce système de prévention au cas où ça peut se produire. C'est exactement ça, et c'est un bel exemple de construction de la décision publique qui repose sur les expertises des scientifiques, qui reposent sur la réalité du territoire, la population, le contexte, le niveau de préparation en matière de culture du risque, le niveau d'équipement, etc. Parce qu'il faut aussi des outils en matière de prévention. C'est pour ça que je vous parlais de cartographie de cheminement, de sirènes, d'alerte par téléphonie et puis d'exercices. Et voilà un exemple de construction de décisions publiques avec des engagements forts qui ont été pris par l'État sur ce territoire en mobilisant beaucoup de moyens, avec humilité aussi, parce que, comme le rappelait le professeur Hummler, on n'est pas devin, l'analéa peut se présenter. L'important, c'est de se préparer le mieux possible, parce qu'on ne peut pas prévoir les aléas, et on sait que de toute façon, ils peuvent se suivre, ne pas se ressembler, et donc une grande humilité par rapport à la gestion de ce phénomène. Ce qu'il faut le mieux possible, c'est anticiper et s'y préparer. Et c'est là où les politiques publiques, la décision publique, elle prend son sens dans un dialogue aussi, parce qu'on a fait ces 45 scientifiques qui reviennent de mission-là, ils appartiennent à 4 établissements scientifiques. On interagit avec la préfecture, avec une relation très étroite avec le territoire, avec les ministères qui sont aussi concernés. Voilà, c'est vraiment l'expression d'un travail collectif qui est porté par l'État. Quand vous parlez de 45 scientifiques, on s'imagine les scientifiques dans un bateau en train de regarder ce qui se passe. Vous êtes d'accord entre vous? Est-ce que ça discute? Attendez, mais peut-être que là, je ne suis pas d'accord. Là. Vous êtes tous experts, chacun dans votre domaine, mais comment ça se passe? Alors, c'est la beauté de la science. La science, ça veut dire qu'on discute, on critique, quelqu'un avance une hypothèse, l'autre lui dit non, tu te trompes, c'est pas comme ça, mais tout ça reste sur le bateau. Et une fois qu'on communique, c'est qu'on est sûr sur un certain nombre de résultats. Sinon, on dit ça, on ne sait pas, on n'en parle pas tant qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on diffuse comme information, elles sont validées et tamponnées, je dirais, par les scientifiques qui sont au cœur de l'action, parce que c'est eux qui ont vraiment les informations. Oui, j'imagine les discussions. Ça doit être magique pour vous, en fait. J'imagine, c'est pas tous les jours qu'on peut voir un volcan qui naît, mais est-ce que nous, on pourra aller, je sais pas, faire une plongée, aller voir le volcan? Est-ce qu'on peut développer ce genre de choses-là peut arriver, ou c'est dangereux, ou c'est pas envisageable? Alors, j'arrête tout de suite, c'est intéressant, là, c'est presque du Jules Verne ce que vous nous faites, oui. mais descendre voir le volcan, il est à 3500 mètres, donc ça c'est exclu, ouais. On ne pourra pas. En revanche, il y a un projet qui est un réseau de câblage en mer qui peut-être sera accepté, un câblage sous-marin qui permettra de suivre en direct l'activité de la sismologie et de la volcanologie autour de Mayotte. Et on pourrait imaginer autour de cet appareillage quelque chose qui soit effectivement ouvert au grand public. Quand cette semaine, c'est la semaine donc, du volcan, dans les écoles, ça parle. Les gamins, ils doivent être émerveillés par rapport à ça. Alors j'espère. Alors les gamins, hier on a fait quelques cours auprès de professeurs, donc c'est plus tout à fait des gamins, mais quand on montre des cailloux, quand on fait toucher les cailloux, parce que ça c'est important, on voit dans les yeux des participants une lueur, et ça c'est très sympathique.
C'est vrai que j'imagine c'est comme quand on revient de la Lune avec une partie. Là, ça devient réel, parce que vraiment, on parle Oui. de quelque chose qui est sous-marin, etc. Oui. Alors, ce qu'on peut maintenant comprendre, c'est que les tremblements de terre et le volcan, c'est lié, qu'il ne va pas sortir de terre, de mer, pardon, comme ça, ce que certains auraient espéré, hein, de voir une troisième partie de Mayotte sortir, mais qu'il est toujours en activité et que vous regardez ça de près. Est-ce qu'il y aura d'autres analyses qui vont arriver? Combien de temps ça peut durer, cette analyse-là? Parce que comme il agit tout le temps, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, on va encore faire ça pendant 1 an, 2 ans, est-ce qu'on va arrêter? Comment ça se passe? Alors, ce qui est important, c'est d'avoir à chaque étape de l'activité du volcan une analyse de l'ensemble des produits qui ont été émis, parce que ces produits, les laves, nous renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, la profondeur de la chambre magmatique, par exemple, la vitesse à laquelle les magmas remontent vers la surface. Donc tout ça, ça prend évidemment un petit peu de temps. Ils ont envoyé, je ne sais plus, 300 kilos d'échantillons il y a 2 jours sur Paris, et ces échantillons vont être analysés le plus rapidement possible. Il y a des analyses qui sont assez rapides, il y en a d'autres qui prennent plus de temps, et puis il y a tous les signaux géophysiques enregistrés par nos appareils. Il faut traiter, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais il y a un petit décalage, effectivement, comme vous l'avez dit, entre l'émission et puis les résultats d'émission. Mais il y a un bon tuilage. Et aujourd'hui, on arrive effectivement à bien faire la liaison entre ces différents blocs de données pour comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi parce que le système il est complexe, que l'observation, le suivi va se poursuivre dans le temps. Et vous parliez de la note d'ambiance au niveau des scientifiques, d'une part, elle est excellente. Et nous, on est, je dois le dire, époustouflés par la qualité, l'engagement des équipes qui travaillent sur ce phénomène-là et qui ont bien intégré aussi les enjeux de sécurité de la population. Et donc, c'est vraiment très fluide. Et on a cherché, en fait, à faire un assemblage de compétences métiers, parce qu'il y a besoin de compétences, de disciplines très différentes pour comprendre ce phénomène. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui sera poursuivi. On remet en régie, s'il vous plaît, l'affiche pour demain, parce que demain, je vous le rappelle, voilà, les rencontres scientifiques à Mayotte. Ça se passera demain de 9h à 16h au lycée de Kaweni au programme. Première nuit d'angoisse à Mayotte en mai 2018, récit court sur les séismes, comment est perçu le phénomène, que nous disent les cailloux? Les cailloux ne parlent pas, les scientifiques, eux, ils parlent. Comment vivre avec un volcan? Nous, on vit avec, les scientifiques, ils plongent aussi pour mieux comprendre pourquoi on vit avec. Ça va être passionnant. Merci beaucoup d'être venu parler du volcan. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est toujours un sujet passionnant. Merci. C'est tout pour ce temps de parole.